Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Brian Saint-Louis pour, mon Dieu, mine de rien, on approche de la fin de cette émission. Donc, troisième bloc avec toi, Brian. Je te laisse prononcer le nom de l'auteur. Ah, bon, évidemment. Paul Kautschak, dont on va parler, c'est l'auteur de Le Bonheur, son roman qui est paru l'automne passé. Je m'excuse, ma vie n'est qu'un long rattrapage de tout ce que je dois lire dans ma pile. J'ai du retard. En plus, la peuplade, je viens justement de recevoir quelques dernières parutions. C'est leur 20e anniversaire cette année. Ouais. Moi, ça reste une de mes maisons d'édition favorites. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Souvent, donc, je risque de vous en reparler dans les prochaines semaines. Ce que j'ai reçu semble fort intéressant. Mais j'avais du retard, donc, pour Paul Kautschak, que j'avais pas mis sur le dessus de ma pile. Pas parce que je ne l'aime pas, mais je savais que ça allait être une lecture un peu lourde, un peu prenante. C'est un écrivain quand même qui a un style particulier. Et c'est pas négatif, là, c'est juste je savais que ça allait être chargé. Et en effet, ça l'était. Pourquoi je savais ça? Je vous ramène à Ténèbres, sa parution précédente, quand même, d'il y a quelques années. Qui a remporté des prix, qui a eu une belle vie, qui l'a encore d'ailleurs. Oui, et qui avait justement déjà ce style particulier qui mélange histoire, sociologie, travers de l'humanité, avec une touche de magique, un peu de quelque chose de surnaturel. Dans les ténèbres, on suivait la cabale amoureuse d'un cartographe envoyé au Congo belge, accompagné d'un tatoueur chinois capable de découper les gens sans qu'ils meurent. Donc, on suivait un peu cette histoire-là de longs suicides assistés avec ce tatoueur chinois dans l'Afrique noire du début du siècle. Mais ce qu'on retient beaucoup, bien sûr, c'était les horreurs du Congo belge. Cette pauvre petite Belgique dont on n'imaginait pas qu'elle pouvait faire autant de choses horribles. Et pourtant, la colonisation du Congo belge, c'était quelque chose, des histoires de mains coupées. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé là-bas. Et c'est un thème qu'on abordait dans ce livre-là. Dans Le Bonheur, on n'est pas vraiment très loin. On est dans un même type d'horreur. Cette fois, on est dans l'Holocauste. Donc, on est vraiment dans la France occupée. On est à Besançon, qui est la ville natale de Paul Kautschak. Donc, une ville qu'il connaît très bien. Ça paraît dans l'écriture. On voit qu'il situe vraiment la topologie, tout ce qui se situe autour de Besançon. C'est une ville qu'il connaît bien. Donc, on est vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. On est dans la zone occupée, donc tout près de la frontière avec l'Allemagne. Et là, l'histoire, très grossièrement résumée, c'est qu'on va suivre une gang de résistants, donc français. Il y a notamment une dame qui tient le magasin général d'un village, donc près de Besançon. Ils cachent 3 enfants qu'ils ont trouvés avec les aléas de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont trouvés et ils les cachent dans une grotte qui est située dans le sous-sol d'un château qui a été construit il y a plusieurs centaines d'années, qui est abandonné maintenant. Il y a une salle en dessous de ça qui est cachée, qui a servi à cacher le roi qui voulait plus voir le monde, donc il s'était caché là. Et la salle, il y a peu de gens qui savent qu'elle existe encore, donc ils décident que c'est l'endroit pour cacher ces 3 enfants qui sont juifs. Et on se rend compte qu'ils sont pourchassés, ces 3 enfants-là, sans relâche, par un officier SS qui s'appelle Paul Panus. Et lui, il est un être terrifiant, mais pour toutes sortes de raisons. On va bien au-delà de sa simple participation à la quête nazie. Là, c'est un personnage qui physiquement fait peur, qui dégage une espèce d'aura de malfaisance épouvantable et qui est aussi, lui, d'une certaine lueur de couleur verte. Donc, on voit que c'est un personnage particulier. Là, on commence à toucher cette petite touche de surnaturel magique que parfois on touche dans les livres de Paul Kautschak, comme je vous disais. Ce qu'on cherche à comprendre tout le long du livre, c'est pourquoi ces enfants-là, spécifiquement, pourquoi on met autant d'énergie à pourchasser 3 enfants juifs. On va l'apprendre un peu plus tard dans l'histoire.
on le dit d'ailleurs en 4e couverture, c'est qu'ils auraient un immense pouvoir qui aurait pu changer le cours de l'histoire de la guerre. Mais quel est ce pouvoir-là? Ça, je vous vendrai pas tous les punchs, il faudra lire. Ça, c'est la petite histoire du livre à quelque part, mais qui fait partie vraiment de la plus grande. Là. On va revenir beaucoup sur l'occupation de la France, sur la façon dont la France a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a notamment un paragraphe au complet là, qui nous... C'est pas un paragraphe, un chapitre très long où on nous détaille tous les trains qui sont partis pour Auschwitz avec le nombre de personnes qu'il y avait. Et là, ça part autant de la France occupée que de la France libre de Vichy. On voit que c'est les Français qui insistaient pour participer. On voit que c'est les Français qui insistaient pour que les enfants soient aussi acheminés dans ces trains-là. C'est l'histoire noire de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a tendance un peu, nous, avec la distance... Qui ressort, hein? Je pense à... Ça ressort, oui. Récemment. Il y a eu quelques... des gens il y a Alexandre Jardin qui a parlé de l'histoire de son père. La fameuse... l'extraordinaire colcose d'Emmanuel Carrère avec une certaine... un passé d'arrière-grand-père peut-être un peu... c'est ça, collaborateur. Mais c'est ça, donc cette histoire de collabo-là, elle est très lourde, puis on l'affronte de façon très frontale dans ce livre-là. Non, il n'y a pas de ligne dans ce livre-là. Ils ont collaboré de plein gré. Ils ont collaboré, c'est eux qui insistaient auprès des Français pour dire, mais vous êtes sûr que vous voulez pas aussi prendre les enfants? On peut les mettre dans les trains, les enfants. Vous êtes sûr qu'on va les mettre pareil? Puis des enfants de 2 mois, 3 mois qui sont gazés à l'arrivée. Puis là, c'est une très longue énumération. Là, il y avait 1000 personnes dans le train, 980 ont été gazés en arrivant, et de ce nombre, il y en avait tant. As-tu sentiment de registre, par exemple, historique, de recherche de documentaire pour ce segment-là? Bien, c'est ça. C'est un livre, comme aussi il y avait dans Ténèbres, très centré sur l'histoire. Donc, justement, et c'est là que tout cette magie-là opère. Paul Kartchak, il a une écriture un peu mystérieuse, un peu à clé. D'ailleurs, il le dit lui-même en fin de livre. Je vais faire une petite citation dans ses petites notes à la fin, ses remerciements. Il le dit, je laisse... Parce qu'à un moment donné, les enfants lisent un livre dans la grotte. Il dit entre autres, je laisse celles et ceux qui s'intéressent de trouver le titre du livre que les enfants lisaient dans la grotte. Il a donné plein d'extraits, donc cherchez-le. Et il dit, et puis le reste qui est caché et que je ne dis pas. Donc, il y a beaucoup de moments de vraie histoire dans ce livre-là. On voit qu'il a fait énormément de recherches. En même temps, il y a toujours cette part de magie-là qui est là. Et là, on ne sait plus exactement où s'arrête le vrai et où commence le faux. Je vous parlais notamment de l'officier SS Paul Panus qui luisait d'une lueur verte et qui avait un visage défiguré et qui avait l'air d'un squelette. On pense que c'est un personnage inventé à un moment donné, mais il y a une dernière partie du livre à la fin. On est vraiment, on est dans le roman, une bonne partie du livre. Mais quand on arrive dans la dernière partie, il recadre tout ça dans une perspective très historique et on se rend compte que ce personnage-là a vraiment existé. Et là, tout ce qu'on a lu avant, qu'on pensait que c'était de la pure fiction, on se rend compte que non. Au final, il y a vraiment une part de vérité. Ce Paul Panus, notamment, a vraiment existé. Mais on fait des liens avec, justement, ce qui s'est passé quand les nazis faisaient des expérimentations sur les enfants. Puis on se rend compte que, entre autres, les enfants qu'on cite dans la grotte, ce sont des personnages qui ont vraiment existé. Ils faisaient partie d'une liste que M. Panus avait pour faire ses expériences. Et là, on ne sait plus mais qu'est-ce qui est vrai, puis là, il discute on se rend compte que ce M. Panus-là a des discussions avec un psychanalyste connu, M. Reich, qui était en porte-à-faux contre Freud dans la même époque et qui élaborait des théories puis qui a fini par s'exiler aux États-Unis pour fonder une espèce de maison où il faisait des recherches sur l'énergie des enfants. Et c'est des histoires fascinantes et de se rendre compte que ça existait. C'est un voyage très complexe. On est autant dans les horreurs de la guerre que dans ça touche tellement de choses. On parle aussi de communistes, de travailleurs. On est dans cette espèce de période d'effervescence en la France du début du siècle là, où il y avait des grèves, où il y avait les communistes qui montaient. On rend bien aussi le climat social. On va lier tout ça à la fin aussi. Peut-être ça va t'intéresser, ce bout-là, Valérie. L'histoire des Boltanski. Connais-tu la famille Boltanski de France? Non
pas du tout. Moi, c'est ça, c'est le bout où ça paraît un peu, peut-être que Paul Courculac, justement, vient de Besançon, qu'il est originaire de France. Il lie tout ça au destin de la famille Boltanski, qui semble très connue en France. Okay. Les enfants, il y en a un qui est artiste, il y en a un qui est un sociologue hyper connu, il y en a un qui est journaliste, qui a écrit des livres. Le roman La Cache par M. Boltanski a gagné le prix Femina il y a quelques années. Donc, des histoires de familles de juives résistantes qui se sont cachées dans des murs. Et puis, ils ont maintenant une famille qui semble très connue. On lit le destin de cette histoire-là à cette famille-là. On n'apprécie pas autant peut-être ce moment de lecture-là parce que c'est loin de nous, cette famille-là. Mais c'est de montrer à quel point ce livre-là est un ouvrage complexe qui mélange énormément de choses, de la grande histoire à la petite histoire, à l'histoire de Besançon, à l'histoire des nazis, à l'histoire sociologique française, à la France occupée, à l'histoire de la psychologie. Il y a énormément de choses. Il écrit de façon complexe. Il a une écriture un peu particulière, qui reste un peu... je dirais pas glauque, mais c'est un peu casse-têtesque à un moment donné. Oh ouais. Et puis ce moment de magie-là, je sais que c'est pas nécessairement du style de tout le monde. Et quand j'ai recommencé le livre, j'ai lu les deux premiers chapitres en me disant... Ah oui, c'est vrai, il écrit comme ça. Il est comme ça. Il faut que je reprenne le rythme de son écriture. Il faut que je me réapproprie cette vitesse-là d'écriture, cet enchevêtrement de plein de choses. Ça se replace. Moi, c'est une lecture que j'ai bien appréciée parce que c'est ça reste touffu, complexe, mais... Ça apporte tellement... On a beaucoup à réfléchir une fois qu'on a terminé ce livre-là. Puis le petit soupçon de magie, les images qu'il en sort, ça donne des images fortes qui fait que ça va rester dans la tête du lecteur par la suite. Donc, peut-être pas pour tous, si vous aimez pas les lectures un peu plus complexes, un peu plus lourdes, mais ça reste un casse-tête littéraire fascinant. Moi, je me dis, en lisant sa dernière phrase, justement, là, retrouver tout ce que je n'ai pas bien expliqué dans le livre. Je dis, j'ai sans doute manqué plein de choses, mais un style d'écriture fascinant, et chapeau justement à la peuplade d'avoir donné, de nous faire connaître cette plume-là, parce que ça sort de l'ordinaire. Et ça nous fait revisiter de façon bien spéciale cette grande histoire avec un grand H. Et son premier titre dont on parlait... Ténèbres, oui, pour se retourner dans les frasques de la colonisation de l'Afrique noire, c'est aussi fort intéressant. À la peuplade, les deux livres. Alors, merci beaucoup, Brian. C'est ainsi que se termine notre émission.